Merci d'être là. C'est trop bien d'avoir L214 avec nous dans nos journées d'été. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, hein, c'est pas mal. Hein, ouais. Et merci pour tout ce que vous faites, parce que toutes les actions, toute la bataille culturelle qui est menée par L214 est quand même assez incroyable. Et en face, en plus, vous prenez quand même des tombereaux d'insultes, etc. Et je suis quand même bien placée pour savoir que c'est pas complètement simple toujours. Voilà. Hein, donc, complètement. Bah, peut-être je te laisse te présenter en tant que fondatrice, cofondatrice de L214, et puis après on parle du statut des animaux dans notre société. Très bien, bah, déjà merci pour l'invitation, hein. Ça fait depuis les origines de L214 que chaque année on est invité aux universités d'été de LD. Donc voilà, toujours avec plaisir d'échanger, de voir aussi ce parti évoluer sur cette question qui est qui est l'origine de L214, la question des animaux en tant qu'êtres sensibles qui ont leurs intérêts propres et tout ça. Donc effectivement, je suis une des fondatrices de L214. Donc avec L214, maintenant, on a à peu près un peu plus d'une centaine d'enquêtes à notre actif. Encore une qui est sortie jeudi, avant-hier, qui montre un élevage de lapins. Alors à chaque fois on nous dit oui mais c'est pas représentatif, vous avez trouvé une exception, etc. Donc là c'est des images qui proviennent du président de la filière lapin, la FENALAP, qui est aussi président du plus grand groupe, la plus grosse coopérative Elvilap, qui fait 10% de la production des lapins en France. Et donc on voit les conditions d'élevage de ces lapins, que ce soit dans les cages, que ce soit dans les parcs, avec des lapins qui peuvent être blessés, pas soignés, avec un certain nombre de lapins qui meurent dans ces conditions d'élevage. Voilà, on voit aussi le ramassage à un moment, la délicatesse avec laquelle c'est fait et l'empilement dans les chariots dans lesquels ils sont transportés. Donc voilà, encore une illustration en fait d'un système. Alors quand on écoute un certain nombre de représentants des filières, et y compris le représentant des filières qui est ministre de l'Agriculture, en France il n'y aurait pas d'élevage intensif. Or 8 animaux sur 10 proviennent d'élevage intensif. Donc avec L214, on s'est concentré vraiment sur la question des animaux qui sont utilisés dans la consommation alimentaire et plus particulièrement sur les filières d'animaux terrestres. On a abordé un tout petit peu la question des poissons, pas suffisamment puisque c'est eux qui sont exploités, tués en plus grand nombre. On a montré une pisciculture une fois et puis la pêche au chalut il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on reste concentré sur les animaux d'élevage terrestre la plupart du temps, 8 sur 10 qui proviennent d'élevage intensif, 99% des lapins d'ailleurs, et 3 millions d'animaux qui sont tués par jour, alors c'est une moyenne, tués par jour dans les abattoirs. Donc il y a une question qui en plus vient à l'intersection de plein de sujets qui sont traités notamment au sein du mouvement écologiste. Voilà, on pourra en reparler. Alors pour préparer un peu ce canapé, on se disait en fait comment on oriente un peu la discussion, parce qu'on peut discuter de plein de choses évidemment, et on se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire nous tous là et toutes écologistes dans les mois qui viennent pour essayer de vraiment changer la donne en matière de position des animaux dans notre société et de respect des animaux. Et donc ce qu'on vous propose, c'est de faire un peu un truc en 3 temps, c'est-à-dire d'abord on va se parler un peu de chiffres, quelques chiffres, je ne sais pas si vous les connaissez tous, moi je ne les connais pas aussi bien que ça, donc Brigitte va nous expliquer un peu quelques chiffres qui sont trop, puis après voir comment depuis la commune jusqu'à l'Assemblée nationale et à l'Europe, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut interpeller les élus écologistes pour qu'ils portent des choses qui changent la donne en matière d'animaux. Et puis la troisième partie, ce sera sur les mobilisations à venir, qu'est-ce qui va se passer dans les mois prochains et qu'est-ce que vous pouvez du coup soutenir depuis là où vous êtes pour changer la donne en matière de culture que nous avons des rapports à nos animaux. Voilà, est-ce que ça vous va comme plan ? Eh ben, on commence par les chiffres. Alors Brigitte, combien il faut de litres d'eau, puisqu'on est en période de sécheresse ici par exemple la région, et connaît une sécheresse historique, la France entière connaît une sécheresse historique, et on parle très peu, alors on parle beaucoup de la répartition de l'eau, mais on parle peu en fait du besoin d'eau dans l'élevage. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres là-dessus? Oui.
Alors les chiffres, c'est toujours des batailles un petit peu rangées, puis c'est là où s'insinue le doute. Voilà, quelqu'un avance un chiffre, quelqu'un d'autre dit « Ah non, je suis pas sûr, votre étude elle est un peu biaisée, ou moi j'ai un autre chiffre », et du coup on va se partir en bataille de chiffres. Il y a beaucoup les 15 000 litres d'eau par kilogramme de bœuf qui circulent, qui est une moyenne mondiale, et qui est sur les eaux cumulées, y compris avec l'eau de pluie. Et du coup c'est contesté par les filières d'élevage en disant mais non, nous pour le bœuf c'est 50 litres par kilo de bœuf. Voilà. 50 litres selon la FNSEA, 15 000 litres selon les associations, quel est le juste milieu? Voilà. Alors en fait il faut regarder les eaux vertes, grises et bleues, et on s'est dit on va plutôt comparer, puisque la viande surtout on la produit pour avoir des protéines, on va comparer en kilos de protéines. Combien faut-il de litres pour obtenir 1 kg de protéines? Et quand vous le faites avec des produits d'origine animale, vous êtes à 7900 litres d'eau par kilogramme de protéines. Et si vous êtes en végétal, vous êtes à 4500 litres d'eau par kilogramme de protéines. Donc on voit qu'il y a quand même une différence. Et cette différence, elle se comprend très bien. Elle se comprend aussi avec le fait que pour faire grandir, grossir, produire toujours plus. Alors on a des animaux qu'on a sélectionnés génétiquement et qui grossissent très rapidement maintenant. Par exemple, un poulet grossit 4 fois plus vite qu'en 1950. Voilà, vous avez 2 kilos de poulet en 35 jours, donc 4 fois plus vite. Vraiment, nos zootechniciens font des merveilles, alors qui ne sont pas des merveilles pour les animaux, parce que eux, leurs muscles se développent, là où on a envie d'avoir de la viande, donc sur le devant de l'animal, les cuisses aussi, sauf que le squelette n'a pas suivi, les autres organes n'ont pas suivi, et donc vous avez des poulets qui ont des problèmes de boiterie, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes respiratoires. Mais ces poulets, néanmoins, il faut les nourrir pendant 35 jours. Pour les nourrir, on a donc fait pousser des céréales, des légumineuses. Alors c'est le cas pour les monogastriques, donc les poulets, les cochons par exemple, enfin tous les oiseaux, les cochons. On leur amène la nourriture, les lapins c'est pareil. Voilà, et donc pour produire cette nourriture, on va utiliser des quantités d'eau qu'on n'aurait pas utilisées si on s'était nourri directement, nous, de protéines végétales ou de céréales directement. Donc voilà, donc il y a cette question aussi de la conversion de calories qu'on peut consommer directement en végétal ou qu'on donne à les animaux pour pouvoir les manger derrière. Et là, on est entre 3 et 10 protéines végétales qui sont données aux animaux pour obtenir une protéine animale. Je répète juste, le chiffre que tu as donné, c'est 7900 litres d'eau pour 1 kg de protéines animales. Donc à chaque fois que vous mangez de la viande, vous consommez en fait cette eau cachée dans le morceau de viande que vous avez dans l'assiette, alors que c'est 4500 pour le végétal. Donc à un moment où l'eau devient pénurie, eh bien la question de la place de la viande, de la quantité de viande que nous mangeons est absolument cruciale en fait. Et diminuer la part de viande fait partie des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, enfin le dérèglement climatique, on va y revenir, mais aussi pour lutter très concrètement contre la sécheresse et pour avoir plus d'eau pour d'autres usages qui sont davantage vitaux. Et si vous voulez regarder sur les questions d'eau, il y a Emma Aziza notamment qui est hydrologue et qui dit bien que la question de notre consommation de produits d'origine animale est à mettre dans la balance. On pourrait parler aussi de l'aquaculture. Et de l'ADEME. Voilà. Alors il y a l'ADEME aussi, il y a Carbone 4 aussi, et là on va arriver plus sur les questions. Alors l'ADEME c'est sur l'occupation des terres. Ouais. Pour produire végétal, il nous faut entre végétal et menu standard aujourd'hui, il nous faut entre 2,5 et 3 fois plus de surface pour produire carné que pour produire végé. Donc là aussi, ils ont comparé avec un petit dessin de stade de foot, si vous l'avez vu passer. Et puis Carbone 4 nous dit parmi les gestes qu'on peut faire, alors personnellement, individuellement, le fait de réduire, de manger végétarien, et on peut aller plus loin en mangeant 100% végétal, c'est-à-dire on ne consomme pas non plus d'œufs ni de lait, surtout au niveau des gaz à effet de serre.
on est 6 fois plus efficace que de manger local. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est sur le climat, c'est bien de manger bio, local et de saison. Bah, ils ont oublié le mot végétal aussi. Bio, local, végétal et de saison, là, on sera vraiment au top du top. Et c'est quand même 6 fois plus efficace, donc il faut quand même le mentionner. Et parmi les gestes qu'on peut faire à titre individuel, ça représente sur les 100% que vous pouvez atteindre en faisant vos gestes individuels, c'est quand même 40% de votre part de gestes individuels. C'est celui qui a le plus gros poste et d'un seul coup. Et c'est le plus facile à faire, en réalité. Voilà, donc dans les gestes, ça nous permet de passer sur la deuxième partie. C'est quoi quelques gestes, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, chacun à son niveau, depuis son assiette jusqu'au Parlement européen, qu'est-ce qu'on peut soutenir comme mesure qui favorise véritablement une transformation de notre alimentation et donc qui diminue l'impact climatique de cette alimentation et l'impact sur l'environnement de cette alimentation. Alors, donc dans l'assiette, on en a parlé, manger moins de viande, le moins possible, évidemment, le moins de protéines animales possible. Alors, je vais juste préciser, là, on parle des gestes finalement qui nous sont assez presque égoïstes, c'est-à-dire pour maintenir notre environnement. Voilà, maintenant, si on considère les animaux pour eux-mêmes, en réalité, le moindre morceau de viande, de poisson que vous allez consommer, pour le lait, si vous avez envie que je développe pourquoi le lait, pourquoi les œufs, je peux. Pour eux, chaque fois qu'on en consomme, en fait, c'est la mort assurée pour eux. Donc, si vous considérez que c'est difficile quand même de manger végétarien, vegan, enfin imaginez pour les animaux à quel point c'est difficile que vous ne le fassiez pas. C'est pour eux que c'est le plus dur. Voilà, donc à nous, chacune, chacun, parfois ça va nous demander un effort, mais finalement cet effort c'est rien à côté des conditions de vie et de la mort brutale, prématurée qu'on impose aux autres animaux. Donc sur les raisons environnementales, on aurait pu parler aussi, on peut parler des risques pour la santé publique, on peut parler de la situation aussi des gens qui vivent aujourd'hui de l'exploitation animale, en particulier ceux qui sont dans les élevages intensifs, on peut parler des ramasseurs de volailles, on peut parler des ouvriers d'abattoirs. Enfin, il y a 1001 raisons pour lesquelles il faut changer le système. Et on parle bien d'un système, et réduire pourrait permettre d'atténuer les impacts. Mais pour les animaux, vraiment, là, on arrête totalement. Si la question animale vous préoccupe un tout petit peu, si ça vous touche un tout petit peu, alors il faut enclencher la vitesse supérieure et voilà, et arrêter de les manger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on diminue la part de viande dans notre alimentation, en fait, on met en danger un système qui, aujourd'hui, élève de manière intensive les animaux, pollue, etc. Et donc, tout acte individuel, il y a finalement pas tant de domaines que ça où l'acte individuel peut à ce point-là changer le système. Parce que si vous diminuez vraiment de manière massive la consommation de viande dans votre alimentation, eh bien, de fait, vous coupez les ressources d'un élevage intensif qui est délétère et qui en plus met notre santé en danger. On l'a vu, on le voit parce que la consommation de viande n'est pas bonne pour la santé, mais on le voit aussi avec l'épidémie de Covid-19 dont on a vu que les élevages, et notamment par exemple les élevages de visons, étaient des lieux d'incubation très importante du virus qui se transmettait ensuite à l'homme. Là, on l'a eu de manière un tout petit peu plus soft dans les médias. C'est pas complètement sorti dans les médias, mais il y a eu une épidémie de grippe aviaire dans le sud qui a été assez importante et qui a imposé de tuer énormément d'animaux qui étaient dans des élevages. Et alors ce qu'il y a de tout à fait fascinant quand vous écoutez un peu cette histoire de grippe aviaire, c'est-à-dire qu'on tue des centaines d'animaux donc on abat des centaines d'animaux par épisode de grippe aviaire, et quand on écoute les agriculteurs, quand on écoute même le ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que cette grippe aviaire, c'est un peu comme Don't Look Up, c'est venu par un oiseau migrateur qui arrive dans les élevages. Et en fait, non, mais c'est toujours la même métaphore qui est prise, c'est-à-dire que tous nos problèmes en fait viennent d'étrangers qui arrivent et qui tombent chez nous et qui nous rendent, enfin c'est assez incroyable. Alors qu'en fait, cette grippe aviaire, elle a toujours existé, et que si les élevages n'étaient pas aussi intensifs, eh bien il n'y aurait pas de problème
d'infection comme ça massive des élevages et de transmission d'un élevage à un autre. Donc en fait la question, ça n'est pas le fait qu'il y ait un oiseau migrateur qui traverse la France et qui se pose sur le territoire français. La question, c'est comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas de lieu de concentration tel d'animaux que ça génère ce type d'épidémie. Et ça, jamais on entend cette analyse systémique contre des épidémies comme la grippe aviaire. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Aujourd'hui, on est dans un système qui, avec les perturbations que nous connaissons, est quand même complètement à bout de souffle. Exactement. Et pour continuer ce que tu dis sur la grippe aviaire, en fait, on a eu chaud. On s'en est peut-être pas rendu compte, mais on a eu chaud. Parce qu'une épidémie de grippe aviaire, en même temps qu'une épidémie de grippe humaine, ben, figurez-vous que les virus, ils peuvent bouger, ils peuvent changer. En fait, on avait un moment un peu idéal pour une épidémie de grippe bien plus vaste. La grippe espagnole, au départ, c'est une grippe aviaire. Donc la grippe espagnole qui est arrivée juste à la fin de la Première Guerre mondiale et qui a décimé la population. Il y a eu autant de morts que pendant la Première Guerre. Donc voilà, enfin, il y a vraiment des questions sur la santé publique. On a ça, puis il y a l'antibiorésistance. Hein, l'OMS nous dit 2050, possiblement, si on ne change pas la donne, on sera à 10 millions de morts par an de maladies qu'on sait soigner aujourd'hui parce qu'on a les antibiotiques. Mais dans les élevages, on continue de donner des antibiotiques des antibiotiques critiques comme la colistine. Sur l'enquête qu'on a montrée, c'était de l'oxytétracycline qui était donnée aux lapins. Donc on a un véritable enjeu de santé publique aussi à ce niveau-là. Bon, vous êtes convaincus maintenant qu'il faut changer, très bien. Alors justement, comment on peut changer? Donc on diminue la part de viande dans son assiette, très bien. Après, imaginons que vous êtes élu local, vous êtes élu en mairie. En municipalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne en matière de consommation de viande et de réduction du coût de l'élevage intensif? Alors je dirais quand vous êtes oui, en charge dans une municipalité ou quand vous êtes parent d'élèves, voilà. Et alors chez les écolos, vous y êtes mis assez tôt. Je vois Annie qui est là et ça a commencé, Annie la maire, qui était adjointe au maire, chef de cabinet, directrice de cabinet de la mairie du 2e quand Jacques Bouteau était maire, et vous avez fait un travail en tandem avec vos services fabuleux. C'est les premiers, je crois, on peut dire ça, hein, vous étiez les premiers à avoir instauré le repas VG hebdomadaire pour tous les élèves, et puis vous êtes passé à 2, et puis vous êtes passé à tous les jours, l'option, etc., etc. Et puis on voit que chez les écolos, ça continue de gré. Alors il y en a plein d'autres communes qui s'y sont mises aussi. Beaucoup d'élus conditions animales. Et puis effectivement, Grenoble, là, qui nous fait le changement de paradigme. C'est-à-dire que le menu standard, c'est le menu VG. Et pour avoir de la viande ou du poisson, c'est l'option. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Et c'est ça le pouvoir d'un maire. Et ça, en fait, c'est tout simple. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes élu dans des communes, ou si vous connaissez des écologistes élus dans les villes, c'est tout simple de faire ça, de dire juste la norme, c'est le repas VG, et vous demandez en option de la viande ou du poisson. C'est-à-dire que quiconque veut de la viande ou du poisson peut en avoir. Simplement, il faut en faire la demande. Ça change radicalement le rapport à cette consommation. Et en fait, c'est très facile à obtenir. Il suffit juste de vouloir, en fait. Donc ça fait partie des mesures très simples qu'on peut mettre en place au niveau local. Et on continue au niveau local. Il y a aussi sur la commande publique, quand vous commandez, souvent aujourd'hui encore, une large part des produits qui sont produits d'origine animale proviennent d'élevage intensif. Donc là aussi, sur la commande publique, dans le cahier des charges, votre municipalité peut mettre des clauses dites de bien-être animal, qui est maintenant inscrit dans le code de la commande publique, pour demander à ce que soient exclus les produits d'origine animale qui viennent d'élevage intensif. Voilà, en attendant d'avoir du 100% végétal pour tout le monde, parce qu'on va trouver ça tellement bon, tellement chouette, en profiter tous tellement et avoir un monde tellement meilleur que voilà, il y aura pas besoin d'options. Autrement, on choisira juste entre pois chiches, lentilles et d'autres choses qui nous font rêver. Vive la ratatouille. On peut peut-être aussi saluer quand même Grégory Doucet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la shitstorm qu'ils étaient pris dans la tronche quand il avait, au moment du Covid, fait un plat unique végétarien, et ce qui s'était pris dans la tête alors que c'était exactement le sens de l'histoire. Donc on peut peut-être l'applaudir vu qu'on a applaudi
et Annie et Erika. Alors si on monte d'un cran, donc là on a vu la municipalité, il y a encore peut-être des choses à dire sur la municipalité? Je pense que dans les municipalités, oui, insister sur le rôle des parents d'élèves, sur les municipalités aussi pour celles et ceux qui sont encore dans les établissements scolaires, dans les collèges, les lycées. Il y a des choses à faire au niveau départemental, si on monte juste un petit peu, départemental, régional. Il y a quand vous êtes dans un crous, que vous allez au restaurant universitaire, là aussi vous pouvez travailler à proposer davantage. Je vais prendre l'exemple du crous de Besançon qui a proposé justement des repas végés. Et aujourd'hui, la prise, c'est 30% de repas végés qui sont pris. C'est-à-dire qu'une fois qu'il existe cette possibilité, en fait, elle est très importante. Quand vous êtes dans une ville aussi, vous pouvez influencer les restaurateurs. Quand vous allez au restaurant, au lieu de négocier avec le restaurateur, proposez-lui d'avoir à sa carte au moins un menu totalement 100% végétal. Voire plus, hein, parce que c'est pas parce qu'on va au restaurant que nous on doit avoir un menu unique, alors que souvent il y a 5-6 choix quand même à la carte, et donc continuer de les pousser là-dessus avec Vego Resto, qui est une initiative de L214. On a déjà un peu plus de 3000 restaurants référencés. Il y a moyen de pousser davantage. On a des petites cartes justement pour dire aux restaurateurs, allez-y, saisissez-vous, et en plus ils aiment plutôt ça parce que au niveau de la créativité, on a un petit peu fait le tour avec les produits d'origine animale. Alors que dans le domaine du végétal, il y a vraiment toute une exploration à faire, une gastronomie à continuer de développer, parce qu'elle existe déjà. On a un restaurant étoilé 100% végétal en France, dans le bassin d'Arcachon, ONA, qui a été fondé par Claire Vallée, par exemple. Yes, alors on voit bien sur la mairie ce qu'on peut faire sur... J'ai encore un truc sur la mairie, sur l'éducation. Sur l'éducation. Dans les périscolaires, dans toutes les activités périscolaires, il y a moyen aussi de sensibiliser les plus jeunes sur la question des animaux, sur leur sensibilité, sur leurs groupes sociaux, etc. Enfin, apprendre à connaître les animaux pour pouvoir savoir comment les respecter, comment l'appréhender, que ce soit les animaux terrestres ou les animaux aquatiques. Voilà, j'arrête. Non, mais vas-y, continue. Mais sur les restaurants, c'est vraiment aussi très important d'influencer la carte et de commander le maximum de menus végétariens dans les restaurants, parce que souvent ils passent d'un menu qui est pas très élaboré ou d'un plat qui est pas très élaboré à de plus en plus de plats. Et moi j'ai vu pas mal de restaurants comme ça faire évoluer leur carte parce que la demande de menu végétal était de plus en plus importante. Donc voilà, parce qu'une fois qu'on est sorti de la salade, il faut quand même manger un petit peu autre chose. Et donc ça fait partie de ces batailles culturelles que de demander systématiquement des plats végétals, et ça on peut le faire à n'importe quel niveau. Bon allez, on a vu département, région. La région c'est les lycées, donc sur toutes les cantines il y a des choses à faire. Je rajoute quand même une chose, c'est que moi j'avais fait faire une étude quand j'étais au conseil régional Nord-Pas-de-Calais sur la manière dont les gens mangeaient, parce qu'en fait l'hypothèse qu'on avait posée, c'était une étude une subvention sur une recherche. L'hypothèse que l'on posait, c'était que la manière dont la cuisine était faite, la manière dont le coin repas dans les maisons était organisé, et donc la manière dont l'appartement lui-même était organisé, influençait la manière dont on mangeait. Et là-dessus, les résultats avaient été absolument incroyables et montraient que plus la cuisine, par exemple, était petite, et moins les gens évidemment cuisinaient, et plus ils mangeaient de viande. Donc en fait, il y a aussi tout un tas, dans celles et ceux qui travaillent sur l'urbanisme et l'architecture, la manière dont les logements sont construits influence et les temps de repas assis et les temps de cuisine, et que ça nécessite aussi d'avoir une petite réflexion là-dessus, parce qu'une fois que vous avez construit un logement, il est actif pour évidemment plusieurs dizaines d'années, et s'il n'y a pas de quoi cuisiner, c'est quand même compliqué de demander à des gens de passer au végétal si, un, ils n'ont pas le temps de cuisiner, et deux, qu'ils n'ont pas les lieux pour cuisiner, parce que ça aussi c'est une autre contrainte, c'est que plus on... c'est connexe, mais ça n'est pas sans conséquence, c'est que plus on libéralise le travail et plus on libéralise les horaires de travail, plus on fait des horaires de travail décalés, des longues journées, etc. Et moins les gens cuisinent chez eux, et donc plus ils achètent du tout fait et plus ils achètent du carnet. Donc ça fait aussi partie des effets
effet positif d'une réduction du temps de travail, qui est un des marqueurs de l'écologie, mais vraiment, même là-dessus, ça a une influence notable, donc ne lésinons pas non plus sur ces aspects connexes. Bon, allez, maintenant, l'Assemblée nationale. Il y a aussi la question de la santé, puisque les populations les plus pauvres, en fait, sont celles qui consomment le plus de produits d'origine animale, le plus de viande. Donc on a aussi un enjeu à ce niveau-là, au niveau de la santé humaine, là aussi. Voilà, donc... et puis c'est vraiment une bataille culturelle, parce que si on regarde par exemple la campagne qu'a fait Trump aux États-Unis, eh bien il est allé chercher, aujourd'hui aux États-Unis, prendre une photo d'un barbecue, se retrouver autour d'un barbecue avec des grosses côtes de bœuf, c'est quelque chose qui est très identitaire d'une appartenance politique aux républicains et notamment au camp de Trump. Et donc il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une bataille culturelle vraiment à mener pour rendre attractif le repas végétal, et que ça ne soit pas non plus un symbole, allez, je le dis, quand même de virilité, que d'aller manger une entrecôte sur un barbecue. Coucou les chasseurs. Préparez-vous pour la cagnotte. Bon, je plaisante, on passe à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire, tiens, à l'Assemblée nationale, complètement au hasard? Complètement au hasard à l'Assemblée nationale, c'est là où on a la législation, et donc c'est là où on peut faire des lois. Alors déjà, juste souligner qu'à l'Assemblée nationale, il y a encore une dizaine d'années, quand on abordait la question des animaux, de la condition animale, des repas végétariens, on se faisait moquer, hein, il faut bien le dire. Rappelez-vous, Yves Cochet, Laurence Abeille, qui ont abordé ces questions-là, se sont fait pas mal moquer au départ. Moi je me rappelle Yves Cochet, parce qu'en 2009 on avait fondé le site viande.info, et on avait proposé à un certain nombre de personnes de faire la grève de la viande pendant une semaine, puisque c'était le sommet de Copenhague, et que pour le sommet de Copenhague, où on parlait des émissions de gaz à effet de serre, on parlait de quasiment tous les sujets, sauf la question des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'élevage. Et du coup, on avait proposé les grèves de la viande, et Yves Cochet avait rejoint le mouvement et avait dit mais si, moi je veux le faire. Donc on n'avait pas démarché les politiques au départ, mais lui était arrivé et avait proposé justement à l'époque le repas végétarien hebdomadaire à l'Assemblée nationale. Et si vous regardez les extraits, il avait été hué, moqué, on l'avait traité de végétarien, alors qu'il ne l'est pas. L'insulte suprême. Voilà, mais ça a bien évolué maintenant avec la loi climat, notamment le repas végé hebdo est inscrit dans la loi aujourd'hui. Est-ce que c'est appliqué partout d'ailleurs sur pas? Alors non, pas partout, hein, non, pas partout. Et puis c'est largement insuffisant au regard des enjeux, puisque la loi climat c'était vraiment sur les émissions de gaz à effet de serre. Or sur les émissions de gaz à effet de serre, même si on arrête du jour au lendemain les émissions de gaz à effet de serre dues aux énergies fossiles, en fait on n'y sera toujours pas. Il faut vraiment aussi agir sur le secteur agricole. Et là, dans ce secteur-là, les recommandations, elles vont de réduction de 50 à 90% de la consommation de viande, notamment 60% sur la consommation de lait. Enfin voilà, on n'y est pas encore. Alors imagine, je suis députée, je pourrais porter des lois par exemple. Imagine. Qu'est-ce qu'on pourrait porter? Eh ben, on pourrait porter, je crois aujourd'hui qu'il est grand temps de porter... Alors il y a une loi maltraitance animale qui est passée en 2021, où il y a pas mal de choses qui sont passées plus ou moins ambitieuses, mais en tout cas qui concernaient les animaux dits de compagnie, les animaux sauvages en captivité. Et tant mieux, il y a des choses qui sont passées. Bon, c'est pas parfait, mais voilà, il y a au moins un pas qui a été passé. Mais il n'y a eu aucune question, enfin, ils n'ont absolument pas abordé le problème de la chasse et la question de l'élevage, où on nous a dit « Oh bah non, c'est trop clivant ». Alors que quand on regarde les sondages sur l'élevage intensif, 9 personnes sur 10 se prononcent contre les élevages intensifs et demandent justement la fin des élevages intensifs sous 10 ans. Quand même, il y a comme un consensus, on peut dire, assez large. Donc vraiment, porter cette loi-là et la porter de façon, j'ai envie de dire, en regardant dans tous les domaines. On ne peut pas stopper l'élevage intensif si on ne réduit pas en même temps la consommation. Ça paraît juste mathématique. Et puis il y a un vrai enjeu d'accompagnement de la modification du modèle agricole que ça entraîne.
donc la reconversion des gens qui vivent aujourd'hui, enfin qui survivent aujourd'hui, qui ont juste la tête hors de l'eau. Hein. L'endettement moyen, par exemple, d'un éleveur de cochons, c'est 430 000 euros. Voilà. Éleveur d'oiseaux, c'est 230 000 euros. Enfin, on a des personnes qui sont aujourd'hui dans une détresse assez folle. En fait, on est sur un système qui ne fabrique que du malheur. C'est très clair, c'est du malheur pour les animaux, garanti, pour les éleveurs, garanti, ramasseurs de volailles, garanti, ouvriers d'abattoir, garanti. Bon, après, pour avoir un morceau de protéines dans son assiette, sachant qu'on peut faire autrement, vraiment, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc à l'Assemblée nationale, il nous semble possible aujourd'hui de porter une loi ambitieuse. Alors ça a déjà été essayé, hein, il y a des forces de résistance, tout le monde ne va pas dans ce sens-là parce qu'on a quand même un syndicat agricole qui est extrêmement puissant encore aujourd'hui en France, la FNSEA. On se demande pourquoi il est si puissant, qui est-ce qui profite du crime aujourd'hui, c'est quand même, ça reste quand même un mystère, voilà. Et l'argent de la PAC qui va massivement encore aider des exploitations toujours plus grandes. En ce moment, il y a vraiment des campagnes pour installer des nouveaux élevages de volailles et de veaux. Les veaux, c'est 91% d'entre eux qui sont élevés en batterie, hein, les veaux de boucherie. Ok, et bon, j'ajoute que parce qu'on a une niche parlementaire, vous savez, le Parlement n'est pas fait pour que les parlementaires aient des initiatives. Il faut que nous obéissions au gouvernement. Bon, comme c'est plus trop possible, eh bien, on a des niches parlementaires. Ces niches parlementaires sont très rares. C'est fonction du nombre de députés, c'est très rare pour les écologistes. La première, je crois, aura eu en avril. Donc voilà, on a le temps au moins de préparer la loi. On va se dire ça permet de prendre le temps de la travailler correctement. Et en avril, peut-être proposerons-nous quelque chose sur l'élevage intensif. On termine sur le niveau européen, puis après on parle des mobilisations, parce que là il y a des mobilisations importantes qui vont arriver dans les prochains mois. Et ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut agir. Et je rajoute, juste avant de passer au Parlement européen, que nos écharpes bleu, blanc, rouge sont aussi au service des mobilisations locales. J'y étais allée, par exemple, pour la création d'un poulailler massif et géant qui avait prévu de faire passer 260 000 poulets dans un hangar dans le Nord. Et évidemment que dans ces cas-là, on est à votre disposition. Ces écharpes sont là pour vous, hein. Donc si vous avez des mobilisations dans vos territoires, n'hésitez pas à nous appeler là-dessus et on vient, ça sert à ça. Donc allez-y, et puis on est là, on sera toujours disponible, évidemment. Donc maintenant l'Europe, et après on passe aux mobilisations. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire vous, parce que nous là maintenant on sait comment nous on va travailler. Maintenant vous, qu'est-ce que vous allez faire dans les mois prochains? Alors l'Europe d'abord. L'Europe, c'est un petit peu plus compliqué parce que, alors autant au Parlement français il y a les niches, autant au Parlement européen, alors on peut faire des propositions. On voit, hein, vous avez d'ailleurs des eurodéputés qui sont assez actifs sur plein de questions. Je vais au moins en nommer une, c'est Caroline Roux, qui va notamment sur beaucoup de questions d'élevage, de transport, qui va sur la question de la pêche, la question des poissons, etc. Donc voilà, au niveau européen, il y a moyen, en tout cas, d'amener dans le débat public. En ce moment, il y a la révision de la réglementation sur l'élevage, le transport, l'abattage des animaux. Il y a eu une commission d'enquête qui a été menée sur le sujet. Donc voilà, vous avez des eurodéputés qui peuvent se mobiliser sur des fenêtres qui sont proposées au niveau du Parlement européen. Pareil, hein, leur écrire, leur dire que vous les soutenez, montrer le soutien que vous pouvez avoir par rapport à vos élus. C'est quand même pas mal important. Si des sujets sont importants pour vous, il faut que vous le montriez aux personnes qui ont été élues pour qu'elles portent vos idées. Puis si vous avez des compétences techniques et tout ça, apportez votre expertise, bien sûr. N'hésitez jamais à soutenir vos élus, hein. C'est pas mal. Bien. À soutenir ou à aller les chercher en leur disant écoute là la décision que tu as prise. Non mais parce que là voilà, on est sur des élus certains voilà, je parle de façon générale. Figurez-vous qu'il y a des élus qui n'agissent pas de la bonne façon. Voilà. Bon, et donc ça vaut le coup de leur dire, on a un observatoire qu'on a monté qui s'appelle Politique Animaux, sur lequel vous allez pouvoir voir de quelle façon agissent vos élus. Est-ce qu'ils agissent favorablement à la question animale, ou est-ce que au contraire leur action, ça va être encore pire pour les animaux, alors que ça n'a jamais été pire qu'à notre époque, hein. Enfin voilà, on tue
plus de 70 milliards d'animaux terrestres par an, et les poissons, la fourchette basse dit qu'on est à 1000 milliards d'animaux aquatiques qui sont tués chaque année, que ce soit en mer, plus la pisciculture, etc. C'est juste massif, énorme. Voilà, pour la petite histoire, on est 100 milliards d'êtres humains à s'être succédés sur cette planète depuis les débuts de l'humanité. Et on tue donc plus de 1000 milliards d'êtres doués de sensibilité chaque année. Juste, on n'a pas de quoi être fier. Alors, pour l'insécurité au Mali, je propose que vous ayez la parole 5 minutes à la fin, d'accord? Ça marche. Voilà, là on a notre programme. Maintenant, il y a une question de mobilisation parce que, en fait, là-dessus, il y a quand même une bataille culturelle à mener, une table à renverser, quelque chose à bouleverser de l'ordre de notre rapport aux animaux. Et il y a des rendez-vous assez importants à la rentrée, donc je vais te laisser parler des rendez-vous d'L214, puis moi après je vais vous donner rendez-vous avec les chasseurs, hein, juste après. Et donc d'abord L214 et après les chasseurs. Avec L214, vous savez qu'on a, alors vous ne savez peut-être pas, que notre objectif c'est déjà donner les clés d'une mobilisation individuelle, voilà, comment soi-même, autour de soi, on peut avoir une action qui est efficace sur la question animale, et puis surtout, ce qui compte beaucoup pour nous, c'est les actions collectives qui cherchent à faire changer le système. Donc si vous êtes enseignante, enseignant, élève, parents d'élèves, etc., on a toute une action pédagogique qui recommence à la rentrée. Pour certaines et certains, si vous connaissez mon journal animal, qui est le journal des 10-14 ans, sur la question animale, c'est super. Après, on a toutes les mobilisations qu'on a, par exemple, pour faire reculer le pire. On a une mobilisation en ce moment qui vise LDC, le Gaulois. C'est le cas, par exemple, alors là on était sur un élevage de lapins, mais plus globalement on est en train de les inciter à avancer sur les conditions d'élevage et d'abattage des poulets et Burger King. Et là on va continuer les mobilisations de ce côté-là. On a toutes les actions aussi sur la végétalisation de l'alimentation, la démocratisation de l'alimentation végétale, où on va s'adresser à la restauration privée, à la restauration collective, et puis évidemment l'action politique. Voilà. Donc ça, tout ça vous allez le retrouver sur L214 dans la section Agir. Vous avez tout un tas d'actions auxquelles vous pouvez participer. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez le faire depuis votre clavier, vous pouvez le faire dans votre cuisine, depuis votre clavier, et vous pouvez le faire aussi en enfilant vos baskets, puisqu'on a une 50aine de groupes locaux que vous pouvez rejoindre. Voilà. Et puis, donc vraiment, il y a et l'adhésion est à prix libre. Et l'adhésion est à prix libre. Et notre objectif, voilà, c'est d'être le plus représentatif possible. Aujourd'hui, on a 50 000 membres qui nous font confiance. Et ça nous donne une puissance quand même pour agir qui est déjà pas mal, mais qui n'est pas suffisante aujourd'hui, puisque en face de nous, on a quand même des mastodontes. Voilà, notamment la FNSEA, voilà. Donc, voilà. Et on a des actions juridiques aussi en cours, justement, contre les projets d'extension, tu en parlais tout à l'heure, extension, installation. Et non seulement vous pouvez mobiliser vos députés, mais en plus, sur notre site, vous avez des outils dont vous pouvez vous servir pour créer des mobilisations au niveau local contre ces grands projets inutiles et néfastes. Ok, voilà, donc vous adhérez tous et toutes à L214, voilà, vous faites les actions, vous cliquez et vous changez vos comportements et le monde s'en portera mieux. Moi, je vais vous parler des chasseurs, mes amis les chasseurs. Donc mes amis les chasseurs n'ont pas apprécié que je dise que la chasse était un loisir violent. Et ils n'ont pas non plus apprécié le fait que je rappelle que dans 25% des féminicides, eh bien c'était des armes de chasse qui étaient les armes par lesquelles les femmes étaient tuées. Ils ont estimé que ça les dénigrait. Et donc ils portent plainte pour dénigrement. Et ils me demandent des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 €, c'est-à-dire 10 centimes par chasseur. Jamais je donne 10 centimes par chasseur, on est d'accord, on va pas faire ça, ok? Donc pour qu'on gagne ce procès, il va vraiment falloir une mobilisation de tout le monde, une mobilisation des associations en ruralité, une mobilisation des associations de protection des animaux, une mobilisation des associations anti-chasse, une mobilisation aussi des associations féministes. Et je suis sûre que si on arrive à lever tout cela, eh bien on fera reculer un tout petit peu le lobby de la chasse. Je rappelle quand même que Julien Bayou avait dit exactement les mêmes phrases que moi quelques jours avant, mais c'est moi qui les attaque. Je sais pas pourquoi, Voilà, c'est un peu fatigant cette société
c'était sexiste quand même, non? Hein, on est d'accord. Bien, alors si vous voulez qu'on change un tout petit peu les choses, eh bien je vous propose qu'on se mobilise, c'est le 21 septembre. Le 21 septembre, vous retenez vraiment cette date, alors c'est la première audience. Probablement qu'elle ne servira pas à grand chose parce que juste elle permettra de fixer une autre date d'audience pour plus tard, mais au moins qu'on commence à montrer notre force à ce moment-là et qu'on commence à montrer aussi que ce que l'on veut c'est une société pacifiste et une société de respect et que non, la ruralité n'appartient pas aux chasseurs et que oui, avoir un fusil de chasse chez soi c'est quelque chose de violent et que quand on est un homme violent, eh bien posséder ce fusil de chasse permet de faire pression sur sa femme, ses enfants, etc. Et qu'on ne veut plus de cette société-là. En fait, on en veut une de respect, une où les armes de chasse ne sont pas au milieu des appartements et des maisons et ne sont pas des arguments de domination à l'intérieur des foyers. C'est tout ce qu'on demande. Et par ailleurs, oui, aller chasser le week-end. Salut les chasseurs. Oui, aller chasser le week-end, c'est violent. Aller tuer des animaux pour des loisirs, oui, c'est violent. Point. L'asphyxie par les procédures juridiques, c'est un outil pour essayer de faire taire des personnes qui sonnent, qui donnent l'alerte, qui posent simplement des chiffres finalement et des faits. Voilà, donc vraiment très important de se mobiliser autour de ces questions-là et de soutenir les personnes qui peuvent être attaquées comme Sandrine aujourd'hui sur des choses qu'elle montre. Donc soutenir les lanceurs et les lanceuses d'alerte. Tu es une lanceuse d'alerte. Voilà, et voilà, et c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de gens qui se tournent vers toi en essayant de t'attaquer pour te faire taire, hein, puisque l'alerte, on peut la traiter de deux façons, soit justement on y répond, on essaye de changer les choses, soit on essaye d'étouffer l'alerte. Voilà, donc on voit bien que là, au niveau de la fédération de chasse, ils ne cherchent pas à traiter l'alerte, mais plutôt à l'étouffer. Même à faire pression et à intimider, quoi. Donc on va pas quand même se laisser intimider par les chasseurs, on est d'accord, on est écologiste. Voilà. Et la nature appartient à tout le monde. Voilà. Et la deuxième chose, c'est vraiment le lien entre les violences faites aux animaux. En fait, la violence, c'est la violence. Et finalement, elle ne connaît pas de limite. Et voilà, je sais que Laura avait... voilà. Alors maintenant, on passe aux questions, justement. Parce qu'on a beaucoup trop parlé. Donc si vous avez des questions... Bonjour tout le monde. Alors moi, je suis co-responsable de la commission conditions animales avec Jean-Christophe qui est ici. Merci beaucoup d'évoquer le lien entre les violences faites aux femmes et les violences faites aux animaux. Il y a quelque chose qui est aussi peu évoqué, c'est le fait que dans les familles où il y a de la violence par l'homme, le conjoint, l'ex-conjoint, souvent il y a aussi des violences contre l'animal, ou les animaux qui sont présents dans le foyer. Souvent l'animal il est aussi utilisé comme moyen de chantage, moyen de menace contre la femme pour la retenir, etc. Voilà, c'est un sujet qui est très peu évoqué en France mais qui est vraiment très fondamental. Il va y avoir un colloque sur le sujet au Sénat en mars 2023. Voilà, je vous invite à aller un petit peu vous renseigner sur le sujet. Si vous voulez, on a toute une revue presse avec des articles très bien documentés qui expliquent ça. Et il faudrait voir comment peut-être on pourrait mettre en place des ponts pour pouvoir un petit peu former les professionnels, les vétérinaires, etc. pour que eux ils puissent alerter sur le sujet. Voilà. Et une dernière chose, Brigitte l'a beaucoup démontré. Encore mieux que réduire sa consommation de viande, ne mangeons plus d'animaux, essayons de ne pas manger de produits issus des animaux. Je sais que c'est pas facile mais on peut le faire. Moi je suis devenue végane en suivant la lettre de L214 qui tous les jours envoie des informations sur le comment... Veggie Challenge. Le Veggie Challenge, et voilà, on peut devenir végane. Moi ça fait 5 ans, je suis toujours en vie, donc voilà, tout est possible. Merci. Comment est-ce qu'on va faire alliance avec la Confédération paysanne, avec les éleveurs qui font des fromages, avec la diversité de fromages qu'on a et que moi j'aime bien manger. Donc je serai là le 21 et je suis d'accord, pas 10 centimes pour un seul chasseur. Je suis contre les abattoirs, je suis contre effectivement l'industrie de la viande, mais je pense quand même qu'il y a une question aussi d'alliance. De travail respectable, notamment des éleveurs, des chèvres, des moutons, même des vaches dans les prés. La Confédération paysanne en ce moment lutte contre les bassines, oui, qui sont un facteur très important de consommation d'eau et lesquelles bassines sont destinées pour partie à exporter du maïs à La Rochelle, mais pour partie et pour une grande partie aux élevages industriels. Voilà. Mais j'ai une question, c'est par rapport. Je suis dans une région qui développe, qui veut... Ah bon,
Je suis dans une région où je disais que les bassines sont liées à l'élevage industriel. Je suis dans une région qui veut promouvoir un parc naturel qui est en cours d'élaboration. Et c'est un bocage, et on sait que ce bocage ne sera conservé que s'il y a un maintien de l'élevage à l'herbe. Et là encore, la Confédération paysanne, évidemment, est concernée. Donc, comment L214 peut-on dire, oui, il y a un élevage à l'herbe qui peut être intéressant sur le plan notamment de la biodiversité, et un élevage industriel. Je viens de me taper 2 enquêtes publiques sur des volailles et sur des faisans et perdrix destinés à la chasse, donc je connais bien le sujet. Comment différencier finalement et rendre acceptable, parce que finalement la confrontation dans les milieux ruraux, c'est très difficile pour nous, verts et écologistes, d'exister, d'être entendus si on a le discours très radical que vous portez. Alors merci pour ces questions. Alors justement, là ce qu'on demande à porter dans l'immédiat, en tout cas à un niveau politique, c'est la fin de l'élevage intensif. Et il me semble que là-dessus, avec la conf, on devrait pouvoir se rejoindre. Après, moi je lance un appel, hein. La conf jusqu'ici ne veut pas discuter avec nous, pose des freins pour qu'on rentre dans les collectifs où ils sont, parce que évidemment on n'a pas la même vision à terme du monde. Nous on voit une société qui est en coopération avec les animaux, qui respecte les animaux, et tuer les animaux pour les manger, de notre point de vue, en tout cas, ce n'est pas les respecter. Il y a la question des bocages qui seraient entretenus par l'élevage, alors je dirais par les animaux et par les animaux qui sont en vie. Et souvent on nous parle aussi des excréments et tout ça. Tout ça c'est des animaux en vie qui le font, c'est pas les animaux morts. Donc effectivement il y a un modèle économique à trouver peut-être autrement pour les services rendus par les animaux. Voilà, on n'est pas obligé de les tuer pour faire un cycle où on fait naître, on élève, on tue, puis on en remet d'autres, etc., etc. Donc il y a vraiment autre chose à imaginer, mais j'entends bien que c'est pas pour tout de suite cette discussion-là. Là, j'ai l'impression qu'on a besoin de faire un front commun contre l'élevage intensif qu'on définit comme les élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux, ce qui représente 100% des lapins grosso modo, ce qui représente 95% des cochons, 83% des poulets, 97% des dindes. Enfin voilà, on a un chantier immense devant nous avec des forces en face qui sont extrêmement puissantes, et on a intérêt aujourd'hui, effectivement on aura des différences, on va pas être d'accord sur tout. La vision vraiment qui dit l'être humain c'est pas le supérieur des autres, juste on fait partie d'un système et on devrait plutôt coopérer et puis abandonner l'image de ces animaux qui sont là à notre service pour notre divertissement, pour notre nourriture, pour notre matériel de laboratoire, etc. Voilà, donc il y a vraiment cette question-là, et je pense qu'on peut se rejoindre sur un certain nombre de sujets, et qu'il vaudrait mieux chercher nos points de convergence que nos points de divergence. Je propose qu'on s'arrête là, le monsieur du Mélier est parti, donc voilà. Juste, je voudrais que vous fassiez vraiment un tonnerre d'applaudissements, parce qu'ils ont quand même changé la donne en matière d'élevage. Ils ont montré le visage caché de cet élevage, la face cachée de cet élevage, et ils font un travail absolument formidable. Donc vraiment, un tonnerre d'applaudissements.